هذا العدد برعاية مستشفى الشهداء محمودي. Salam, la neurologie pour ce nouveau numéro de Healthy Healthy et précisément la neuronavigation. Nous sommes en pleine révolution technologique et on peut dire que la pratique neurochirurgicale ces dernières années est complètement transformée. L'outil informatique est omniprésent, sa pénétration dans les blocs opératoires permet le recours à l'imagerie médicale en direct. Si on venait à définir ainsi le concept de neuronavigation, on dira que c'est une sorte de GPS anatomique pour le neurochirurgien. En quoi consiste cette technique? Quelles sont les conditions de son application sur le patient? De quelle pathologie justement parlons-nous au juste؟ الإعلام الآلي موجود في كل مكان. التصوير الطبي الحي مستعمل بشدة في غرف العمليات الأعوام الأخيرة خاصة في جراحة الأعصاب. مما تتكون هذه التقنية؟ ما هي شروط تطبيقها على المريض؟ ما هي الأمراض التي نتحدث عنها بالضبط؟ مرحبا dans votre programme éducation thérapeutique. Et nous en parlons aujourd'hui avec le docteur Nouloumen Eitaïssa, neurochirurgien à l'hôpital Shahid Mahmoudi de Tizi Ouzou. Docteur, bonjour. Bonjour. Marhaba bik, merci d'être avec nous. Définissons d'abord, docteur, cette spécialité de neurochirurgie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir monsieur Lahri. Donc la neurochirurgie est la spécialité, est une spécialité qui est difficile à mettre en définition en un petit espace temporel. C'est une spécialité qui, parmi les autres spécialités, elle a la taille du cerveau, du système nerveux central dans le corps humain. Toutefois, si on fait un essai pour la définir, c'est la spécialité médico-chirurgicale qui traite des pathologies du système nerveux central. C'est quoi le système nerveux central? C'est tout ce qui englobe le cerveau et la moelle épinière. Donc, toutes les pathologies, t'as le mukh ou t'as le nukhah shawki. Mais aussi les enveloppes méningères, à savoir l'arachnoïde et la dure mère, et le contenant dur, c'est-à-dire l'os, la boîte crânienne et la colonne vertébrale. C'est une spécialité, comme vous l'avez si bien dit, qui a un essor dans le monde, un grand développement. Il y a un grand intérêt qui est accordé à cette spécialité qui règle beaucoup de problèmes de santé. Très bien. Elle nécessite un accompagnement technique dans l'objet de notre sujet aujourd'hui, qui est la neuronavigation. Alors justement, en quoi consiste cette neuronavigation? Le concept en lui-même. Alors, pour simplifier le concept, donc, je commence par citer quelques difficultés dans la pratique du geste opératoire du neurochirurgien. Donc, la chirurgie classique de jadis, donc, elle confère un certain critère aléatoire à l'acte opératoire. On opère un peu à l'aveugle. On ouvre un crâne, on est en face d'une surface du cerveau. Parfois, on ne sait pas où aller si on n'a pas un bon sens d'orientation qui est le nôtre, naturel. Donc, la neuronavigation, c'est un système de GPS. C'est un GPS, comme vous l'avez dit. Il accompagne le neurochirurgien dans l'orientation. Un chirurgien qui travaille avec des instruments navigués, avec la neuronavigation, il sait par où ouvrir le crâne ou bien la colonne vertébrale. Il sait quel est le chemin le plus court pour arriver à sa lésion, c'est-à-dire à la cible. Et cela donc confère une grande économie de temps. Ici, il y a un impératif anesthésique important, mais aussi ne pas rater sa cible. Opérer à l'aveugle, c'est un peu creuser le cerveau et à un moment donné, on peut rater la cible. Et puis donc le chirurgien, il est là, il rentre dans un conflit psychique. Il ne sait pas où aller, à gauche ou à droite. Et ça augmente donc les risques de la chirurgie. La neuronavigation, elle est née justement pour pallier à ce critère aléatoire de l'acte opératoire du cerveau. C'est un peu la différence avec l'opération classique. Exact, c'est de ça que je parle. D'accord. Alors, quels sont les avantages d'utiliser aujourd'hui les neuronavigations, hormis bien sûr la célérité, le temps dont vous venez de parler, par rapport à l'opération classique justement? Alors, pour l'essentiel, parce que l'acteur principal dans tout ça, c'est le patient. Si on doit en retenir une seule, c'est la sécurité du patient. Donc, ça minimise les complications opératoires. Donc, je répète encore, il y a l'économie de temps parce qu'il y a un impératif anesthésique
qui se répercutent encore sur le post-opératoire. Donc voilà pour l'essentiel. Un chirurgien qui opère avec la neuronavigation, il part en face d'un acte opératoire serein, en toute tranquillité. Voilà pour l'essentiel, donc le critère sécurité sur lequel je mets l'accent. Et sur le plan technologique, c'est carrément les organes qui sont observés, j'ai envie de dire, en plan 3D, pour justement vous faciliter la manipulation. C'est un peu cela? Alors, la neuronavigation, c'est une combinaison de l'outil informatique et de l'imagerie médicale qui connaît les dernières années une très grande avancée technologique. Les IRM, elles sont de plus en plus nettes, les scanners aussi. Ils sont donc un chirurgien qui pratique avec célérité, avec facilité la neuronavigation, la chirurgie par la neuronavigation. D'abord, c'est un acte préparé auparavant. Le chirurgien, dans son bureau, il a une station, il profite de l'essor de l'imagerie, il peut reconstituer la lésion, la tumeur qu'il doit opérer le lendemain ou le surlendemain, il la reconstitue en 3D, il trace l'abord, il trace le chemin le plus court, donc le moins invasif pour le cerveau ou la moelle épinière, pour exécuter le travail, donc le lendemain ou le surlendemain au bloc opératoire. Voilà donc pour techniquement... Schématiser et expliquer un peu l'opération. Donc, exact. Alors, au sein du bloc opératoire, pour nos amis auditeurs, donc on doit simplifier un peu la chose, c'est la tumeur ou bien la lésion, la pathologie au bout d'un pointeur. Donc, le chirurgien, il est en face de son patient, en face d'un cerveau, il met son pointeur sur le cerveau, il regarde l'écran à côté, donc il voit la combinaison, il voit le chemin qui lui reste, il voit sa cible, il est serein, il aborde sa tumeur avec sérénité et ça diminue donc le temps opératoire et les complications post-opératoires. Donc on comprend bien que la localisation devient facile. Vous avez une sorte d'écran ou de plusieurs écrans qui vous facilitent la tâche, qui vous montrent tous les chemins. C'est bien cela? Oui, effectivement. Donc c'est ce qu'on vient de résumer. Le chemin vers... En fait, il y a des abords classiques. Il y a des abords qu'on connaît dans notre cursus. Toute localisation cérébrale, elle a le chemin qu'on aborde pour arriver à la cible. C'est ce qu'on appelle les abords chirurgicaux. Mais ça, c'est la pratique de jadis, donc elle n'est pas dénuée de risques. En pratiquant donc la neurochirurgie avec la neuronavigation, on pallie à tout ça, donc c'est s'éloigner un peu des sentiers battus. On peut même improviser entre parenthèses bien entendu, pour pallier à des différences anatomiques entre un patient et un autre, entre une localisation d'une lésion et une autre. Donc voilà pour le gros l'utilité de la neuronavigation dans la localisation de la lésion. Donc on peut parler carrément d'un avantage d'aller directement vers la tumeur. C'est ça. De ne pas s'égarer au cours de son chemin. Et parce que tout écart chirurgical, il constitue un danger, il peut constituer une complication post-opératoire si on n'est pas doux avec le cerveau, si l'acte opératoire était traumatique. Donc, d'où l'intérêt de la neuronavigation. Très bien. Alors, visiblement, docteur, l'opération nécessite la combinaison de deux appareils. On parle du neuronavigateur et du scanner. Ça s'appelle paire opératoire. C'est bien cela, je ne me trompe pas? Oui. Expliquez-nous. Oui. Alors, j'ai la chance d'exercer dans un service, dans une salle opératoire équipée justement de cet outil extraordinaire. Vous en disposez, les deux? Des deux, oui, des deux. Donc, le scanner opératoire, donc c'est un outil d'imagerie médicale, mais au sein de la salle opératoire, il devient au-delà de l'outil diagnostique, un outil thérapeutique. On traite avec. Généralement, donc, ça consiste en quoi? Le patient, il est carrément opéré sous un appareil, le scanner. Donc, il y a une table, on met le patient dessus. J'espère que... Alors, son intérêt, c'est quand on travaille avec le scanner seul, son intérêt, c'est de se localiser, notamment dans la chirurgie du rachis. Donc, quand on met des implants, on localise avec exactitude l'endroit où on met nos outils. Quand on opère un cerveau, notamment dans quelques tumeurs, les méningiomes qui sont profondément situés, par exemple,
on peut se permettre d'acquérir une imagerie en fin d'intervention, histoire de vérifier qu'on a tout enlevé, qu'il n'y a pas eu de résidu tumoral. Si c'est le cas, donc on est obligé de reprendre l'intervention avant de la finir, donc faire une exérèse totale d'une lésion. Voilà pour le scanner quand il est utilisé seul. Il peut aussi être utilisé, il faut que ce soit ça d'ailleurs, utilisé en combinaison avec la neuronavigation. C'est-à-dire ces deux appareils qui fonctionnent en même temps, parallèle. Et alors, la neuronavigation est un outil qui combine justement toute cette panoplie d'appareils qui sont dans un bloc opératoire, à savoir le scanner, le microscope opératoire, les instruments qui peuvent devenir neuronavigués grâce au scanner et à la neuronavigation. Donc, ces deux appareils-là, ils peuvent être utilisés séparément ou bien en combinaison. Ils sont compatibles, ils sont fabriqués comme ça pour rendre l'acte opératoire le plus sûr possible et le plus court. Très bien. Alors, docteur, ce procédé nécessite de l'assistance. Donc, il y a des collaborateurs avec vous. Vous en avez besoin de combien? Et quel est le rôle de chacun, justement? Alors, la neurochirurgie, c'est connu. C'est une spécialité qui s'effectue sur un organe petit. Seulement un crâne, donc contrairement à d'autres organes qui sont en général volumineux, comme le thorax ou l'abdomen ou ailleurs. Un neurochirurgien et un assistant sont largement suffisants. Donc 2 personnes. 2 personnes sont suffisantes. Donc tout est au bout d'un instrument, un pointeur. Donc, qu'on met sur le cerveau, sur la colonne vertébrale. Donc, on a l'orientation à la portée d'un écran ou de plusieurs écrans. Donc, parlons des assistants. Donc, on n'en a pas besoin de beaucoup. Ça, c'est le classique de la neurochirurgie. Donc, 2 personnes au maximum. Alors, lorsqu'on parle de microchirurgie, on pense systématiquement à une microcaméra. C'est aussi le cas dans la neuronavigation ou c'est pas du tout? Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. Expliquez-nous. Donc, c'est effectuer un geste neurochirurgical, donc il repose sur une imagerie préexistante. Donc, on présente le patient à un appareil qui est la neuronavigation, à travers une caméra et donc il y a un système de GPS, une étoile placée à côté de l'organe. Donc, tout à fait au début de l'intervention, on présente à la neuronavigation, voici le patient. Et elle va faire la combinaison entre les positions des parties anatomiques et l'IRM qu'on a donné à la station et en fonction du travail qu'on a fait la veille, justement, dans la station. Alors, donc, ce n'est pas une mini-caméra, non. Donc, c'est un système de GPS et on travaille sur une imagerie pas en temps réel. Donc, c'est une imagerie qui a été prédéfinie, qui a été acquise avant l'acte opératoire. Justement, à ce titre-là, j'apporte une parenthèse, il y a un aléa par rapport à la neuronavigation qu'on appelle le brain shift. C'est quoi le brain shift? Donc, c'est une marge d'erreur que le neurochirurgien redoute. C'est quoi? Pendant l'acte opératoire, avec tous les mouvements qu'on effectue sur le cerveau, par exemple, particulièrement le cerveau, les parties anatomiques se déplacent. Quand on aura, par exemple, évacué un kyste. Donc, les parties anatomiques se déplacent, mais la neuronave, elle ne sait pas qui a eu ça, parce qu'elle travaille sur une imagerie prédéfinie. Le scanner, il vient pallier justement à cette limite. Très bien. Donc, au cours d'une intervention, on peut acquérir des images scanographiques qu'on combine à l'IRM, et là, on opère en temps réel, ça diminue le risque, justement, des complications post-opératoires. Alors, docteur Aïssa, maintenant, quelles sont les pathologies qu'on peut traiter grâce à la neuronavigation? Elles sont variées, elles sont innombrables. Pratiquement toutes les pathologies sont, à partir du moment où la neuronavigation est un système d'orientation, c'est un GPS. Donc, c'est un système de cible. Donc, tout là le où corps. il y a la pathologie, non, la neuronavigation, c'est surtout pour la neurochirurgie. D'où son nom. OK. D'où son nom. Pourquoi? Parce que les autres organes, ils ne sont pas statiques. Donc, le poumon, il bouge. Les intestins, ils bougent aussi. Contrairement au cerveau, il est statique, il ne bouge pas. Donc, on peut le situer sur un espace neuronavigué. Alors, donc, pour revenir à la question. Aux pathologies, Très bien. Donc, essentiellement les tumeurs.
pour l'essentiel de la pratique neurochirurgicale neuronaviguée, c'est les tumeurs cérébrales, les tumeurs de la moelle épinière. Parmi ces tumeurs, justement, c'est celles qui sont les plus loin, les plus inaccessibles, notamment les tumeurs qu'on appelle les méningiomes, les neurinomes de la base du crâne. Donc, qui nécessitent cette orientation, qui nécessitent d'être guidés pendant notre chemin vers cette lésion. Elle traite aussi de l'hydrocéphalie, aussi, on peut la citer, particulièrement quand les ventricules sont fins, donc on nécessite un guidage particulier pour aller vers le ventricule qui est fin. Donc aussi les kystes intracérébraux quand ils sont profonds. On l'utilise surtout pour le rachis, pour la mise en place de vis pédiculaires. Là, c'est un instrument combiné au scanner extraordinaire, ça donne une grande économie de temps et minimise les risques. Donc voilà pour l'essentiel. On voit qu'il y a effectivement une panoplie. Alors je pense que vous voulez même vous arrêter sur la biopsie stéréotaxique. Par neuronavigation, vous avez des choses à nous dire là-dessus. La biopsie stéréotaxique de nos jours, pratiquement, elle ne se fait que par le système de neuronavigation. Je reviens un peu à la biopsie stéréotaxique de jadis, qui est en cours maintenant dans quelques services. Alors, c'est la mise en place d'un casque, d'un cadre stéréotaxique, qui est porté par le crâne d'un patient, qui est conduit au scanner, peut-être qu'il est à distance, et qui revient avec. Et avec le même cadre, il va au bloc opératoire sur lequel on pratique un cadre. Maintenant, tout ça, il est dans le passé, ou s'il n'est pas, il doit être dans le passé. La neuronavigation, c'est carrément le patient qui est au bloc opératoire, qui nécessite cette biopsie stéréotaxique. Elle est utilisée surtout quand on a des tumeurs inopérables. Ou bien c'est inutile de les opérer parce que ça y est, elles sont de gros volume. Ou bien on reste toujours sur le cerveau, on est d'accord. Le cerveau, oui. Ou bien quand les lésions elles sont profondes, où la chirurgie elle devient très dangereuse, dans ce moment-là, on se limite à aller faire une biopsie. Donc c'est toujours un système de GPS. Le patient il est au bloc opératoire grâce à la neuronavigation. On introduit une aiguille varioguidée. C'est un instrument fin sur un planning préopératoire. C'est une intervention qui est déjà préparée au sein de la station au bureau, où on désigne, on marque l'introduction et le trajet et la cible. Tout ce travail qui a été fait dans un bureau, on le retrouve le lendemain dans une salle opératoire, il suffit de l'exécuter. Donc c'est l'introduction d'une aiguille varioguidée à partir d'un point A à un point B pour aller prélever des morceaux, des prélèvements d'une tumeur pour les analyser. Voilà. Très bien. Alors maintenant, dans quelles conditions doit être le patient avant une neuronavigation? Est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, une préparation Rien de particulier. Concernant le patient, justement, le patient il est préparé de la même façon que s'il était opéré sans neuronavigation. Il va au bloc absolument de la même façon. C'est tout le système, c'est toute la panoplie d'appareils qui sont au sein d'un bloc opératoire, à l'exemple celui dans lequel je travaille, qui s'adaptent à la situation du patient. Donc, il n'y a aucune préparation particulière du patient. D'accord. Est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, des exemples réels à nous donner, vu des cas concrets que vous vivez au niveau de la structure où vous opérez? Alors, des cas compliqués? Les cas compliqués, c'est une pathologie connue et redoutée par les neurochirurgiens, c'est les méningiomes de la base du crâne. Donc au niveau de la base du crâne, il y a tous les orifices, il y a tous les nerfs, il y a tous les vaisseaux. Le méningiome, il est là, surtout quand on ne l'a pas découvert à temps, ou ça y est, il a englobé les structures sensibles. Donc ça nécessite la neuronavigation. Il est nécessaire de situer les organes de grande fonctionnalité de voisinage, comme les vaisseaux, ou bien quelques aires cérébrales de grande fonctionnalité. Donc, justement, pour ne pas les toucher, pour ne pas les agresser, et pour avoir un minimum de complications. Ou bien, c'est pour un exemple d'un patient. Je garde le souvenir d'une patiente qui nous était venue de la région de Batna, qu'on a opéré, qui a fait le tour quand même, on va dire, de quelques services, sans les citer. Donc elle était porteuse d'un gros méningiome de la base du crâne. Alors on explique, c'est quoi le méningiome en 2 mots? Le méningiome, c'est une tumeur connue. Non. Pas du tout. Non, c'est une tumeur bénigne. Bénigne, très bien. Mais parfois, elle est maligne par la localisation.
Donc, parce que aller l'enlever, donc, par les méthodes classiques, confère une certaine dangerosité du geste. D'accord. Donc, la patiente qui vient de Betna. Donc, elle a été opérée à un autre niveau, donc on a extirpé le méningiome. La particularité de cette patiente, c'est qu'au sein de ce méningiome, il y avait un anévrisme. Et ça rend extrêmement complexe un cas comme ça. Donc, grâce à l'outil technologique donc, avec lequel on est équipé, la patiente, elle est opérée sans complications, elle est contente, elle est guérie. Donc, sans la neuronavigation, dans ce cas précis, ça aurait été très difficile. Ouais. Ça aurait été très difficile. Donc voilà, donc si on vient à citer un exemple dont on se souvient de complexité. Alors maintenant on a le diagnostic, une fois qu'on commence à opérer, ça nécessite plusieurs étapes, plusieurs opérations, ou une seule séance, j'ai envie de dire, suffit parfois. Vous allez me dire c'est du cas par cas. Bon, ça ne change rien. L'outil concernant la neuronavigation, l'acte opératoire, donc il se fait en une seule séance. Une seule séance. Très rare. Ou vous êtes obligé de refaire une autre séance. Généralement, c'est dans les grandes tumeurs qui nécessitent beaucoup de temps et qu'il y a un impératif anesthésique à respecter. Même il y a aussi la fatigue du chirurgien. C'est très très rare, mais ça peut survenir. Parfois, on est amené à faire l'abord d'abord, c'est-à-dire l'ouverture, qui prend en neurochirurgie beaucoup de temps sans la neuronavigation. Et que le lendemain, ou le surlendemain, on revient pour aller extirper cette tumeur-là. Donc ça, c'est pour une économie de temps et un impératif anesthésique. Vous avez parlé du temps du neurochirurgien. C'est une opération qui risque de durer? Généralement, donc les interventions de neurochirurgie sont connues pour être très très longues. Justement parce qu'on est dans l'obligation d'être doux, d'être le plus atraumatique possible, de partir doucement, parce que le cerveau, il est comme ça, c'est un organe que je peux dire vicieux, entre parenthèses. Si on n'est pas doux, il nous le rendra le lendemain. Donc on est absolument dans l'obligation de partir doucement, d'opérer avec du coton. On utilise du coton quand on opère le cerveau. Un record vous concernant du point de vue de temps, يعني المدة اللي حطيتها في une opération de ce 8 heures. 8 heures. 8 heures. C'est éreintant. 8 heures, c'est assez classique en neurochirurgie, mais avec l'assistance justement de tous ces outils qui nous assistent au bloc opératoire, donc le temps, il est au minimum donc réduit du tiers jusqu'à la moitié parfois. Très bien. On va terminer avec des conseils, et vous en avez certainement à donner aux neurochirurgiens, aux étudiants en neurochirurgie et qui veulent justement cette spécialité de neuronavigation. Je vous laisse terminer là-dessus, docteur. Alors, justement, donc, il ne faut pas hésiter à utiliser la neuronavigation au moindre des gestes, jusqu'à la ponction d'un kyste, jusqu'à la mise en place d'un réservoir de RICAM. Il y a un neurochirurgien de renom international. Il nous conseillait, jadis, il nous a toujours dit, même pour une petite valve à petite ventricule, il faut utiliser la neuronavigation. Pourquoi? Parce que ça y va de la sécurité du patient. Donc il faut vulgariser cette technique, il faut s'entraîner, parce que c'est une technique qui rendra le geste de neurochirurgie facile à exécuter. À votre époque, elle n'était pas si répandue que cela. Aujourd'hui, oui. Donc on peut dire que les neurochirurgiens d'aujourd'hui ont de la chance. Oui, énormément, notamment ceux qui pratiquent dans la structure où je suis. C'est un bloc opératoire extrêmement équipé, donc ça rend l'acte très facile à exécuter. Très bien. Merci beaucoup, docteur Nouroumen Ait Aïssa, neurochirurgien à l'hôpital Cheikh Mahmoudi de Tizi Ouzou. C'est moi. C'est un plaisir de vous recevoir. كان هذا عدد خاص اليوم بالتصوير الطبي الحي المستعمل في جراحة الأعصاب. شكرا للمتابعة. نعطي لكم موعد في الحصة المقبلة. سلام. هذا العدد برعاية مستشفى الشهداء محمودي.